Bien, ben nous allons commencer si on ne veut pas prendre trop de retard. On n'a pas mis de date d'horaire finale, mais enfin on va essayer de finir assez tôt, c'est vendredi. Donc je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation pour venir partager un moment de science avec nous, puis surtout partager un peu les recherches qu'on fait à l'OSUR. Donc en préambule, ce que je voulais dire, c'est que l'OSUR ne date pas d'aujourd'hui, et puis avant l'OSUR, il y avait autre chose, et notamment cette autre chose qui s'appelait le CAREN, le Centre armoricain de recherche en environnement. Et c'est vrai que quand ça a été lancé en 1999, je suis content d'avoir finalement les 4 personnes qui ont lancé ça il y a déjà maintenant 13 ou 14 ans. Donc je vois Paul Tréhin là dans les premiers rangs, Claude Chevry, Philippe Davy, Philippe Méraud, que j'ai vu je ne sais plus où. Donc c'est vrai que grâce à ces 4-là, ils avaient déjà une grande vision de ce qu'il fallait faire pour essayer de fédérer les recherches à Rennes en environnement. Et donc là, je tiens vraiment à les en remercier pour ça. Et donc de 1999 à 2008, si je ne m'abuse, donc le CAREN a fonctionné. Et puis c'est l'OSUR qui s'est mise en place. Et c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu quelles sont les structures qui sont derrière ce mot un peu abscon, Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Mais je ne vais pas parler trop longtemps. Et ensuite, ce qu'on voudrait surtout, c'est vous exposer un petit peu les différentes facettes des recherches qui sont menées dans le cadre de l'OSUR, notamment sur les dynamiques des paysages, qui est une des thématiques fortes de Rennes et notamment de l'OSUR. Donc 2008, démarrage de l'OSUR, mais c'est finalement qu'en 2012 qu'on a véritablement pris la pleine mesure de cette structure, avec notamment la fonction d'enseignement qui est attachée aussi à l'Observatoire. Donc je vais vous faire un très rapide exposé de ce que c'est que l'OSUR, et puis ensuite je passerai la parole à Jean Jouzel pour animer les présentations scientifiques. Donc l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, il a, comme tous les autres OSU, il a 4 missions. La première, c'est une mission d'observation de la Terre, de l'écologie et de l'environnement, pour ce qui est celui de Rennes. Il a une mission de recherche, structure fédérative de recherche, avec différents organismes, Rennes 1, Rennes 2, le CNRS, l'INRA, et puis AgroCampus Ouest. Une fonction d'enseignement, comme je vous le disais, attachée à l'Université de Rennes 1, mais aussi en collaboration avec Rennes 2 et puis AgroCampus Ouest. Et puis enfin, une mission de mutualisation, et notamment de plateforme et d'expertise, de valorisation et de communication. C'est un peu ça aussi cet après-midi, essayer de faire valoir les recherches qui sont menées à Rennes dans différents domaines pour essayer d'avoir une plus grande lisibilité à la fois régionale, nationale et internationale. Donc les recherches qui sont menées à Rennes, dans un cadre plus général, c'est finalement de quantifier les ressources naturelles de la Terre, de comprendre les conséquences de leurs utilisations sur les écosystèmes continentaux et littoraux, et c'est là qu'on rejoint aussi d'autres OSU, notamment celui de Brest sur les systèmes côtiers et marins, et puis de prédire leurs évolutions dans un contexte de changements globaux. Donc ça, c'est un cadre assez général, et ce qu'on a essayé de développer au cours de ces dernières années, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui faisait véritablement la spécificité des recherches de Rennes par rapport aux 24 autres OSU qui existent en France, pour pouvoir déterminer une meilleure lisibilité des recherches menées ici. Et donc il s'est avéré que c'était la dynamique des paysages qui semblait recouvrir en quelque sorte la plupart, alors je ne dis pas toutes les recherches menées d'ailleurs à Rennes dans l'environnement, mais en tout cas qui étaient suffisamment fédératrices pour pouvoir donner une impression assez homogène. Et c'est finalement cet après-midi, l'idée c'est de vous montrer 6 différentes facettes de ces dynamiques des paysages qui seront abordées par différentes thématiques, qui ne sont pas exhaustives bien sûr, mais pour vous montrer un petit peu sur quelle acception on entend dynamique des paysages, qui sont donc ces systèmes complexes, dynamiques, qui sont le fruit d'interactions entre des systèmes biologiques et abiotiques, et surtout très fortement impactés par l'homme, et notamment depuis au moins 2000 ans. Donc on verra aussi avec un exposé sur l'archéologie que ça fait déjà un moment qu'on bricole dans nos paysages en Bretagne. Donc les unités de recherche qui sont associées à cette OSU, elles sont assez nombreuses finalement. On a un certain nombre de thématiques qui sont nécessaires pour travailler sur ces paysages, que ce soit la géologie, l'écologie, la géographie, l'histoire, donc avec 4 unités fondatrices, Géosciences Rennes, Ecobio, le LETG Costel de Rennes 2, et puis l'UMR Créa d'archéologie de Rennes 1, et de Rennes 2 d'ailleurs.
S'y est associé assez rapidement l'unité iode en droit de l'environnement, élément important justement dans un contexte où on a un développement des activités humaines très fortes. Et donc là, on a besoin de prendre en compte ces sciences humaines et sociales dans ce contexte-là. Sont associées tout au début des unités de l'INRA, 5 unités en fait, l'unité SAS, U3E, ESE, SAD, et puis le LPGP. Donc en fait, ces unités sont venues conforter les thématiques qu'on avait sur ces différents éléments, que ce soit l'hydrologie, l'écologie, la géographie, l'histoire ou les sciences de l'action. Et sont associées aussi à ces structures-là d'autres unités, ou du moins pour partie, notamment la physique, pour tout ce qui est les systèmes complexes et les relations notamment avec les problèmes d'érosion, qui sont finalement des phénomènes physiques, mais aussi des éléments biologiques comme les biofilms, qui requièrent aussi des compétences en physique tout à fait importantes, donc des collaborations importantes. L'informatique, notamment avec les bases de données, avec la modélisation, donc là avec l'IRISA. Et puis l'IETR, tout ce qui est électronique, télécommunication, et notamment toutes les imageries satellitaires. Et vous verrez cet après-midi un certain nombre d'exemples qui montrent la nécessité d'utiliser ces outils à différentes échelles. Donc voilà un petit peu le panel des unités qui constituent l'OSUR, qui représentent environ 450 membres permanents. Et si on prend les thésards, postdocs et autres personnels non permanents, on arrive à peu près 700 personnes sur la place de Rennes qui travaillent sur les recherches en environnement. Donc c'est vraiment une force de frappe tout à fait impressionnante au niveau national et international. Les systèmes d'observation, très rapidement, je vais vous les lister. Ils sont principalement en Bretagne. On a l'ORE Agris, qui a une longue tradition de suivi de la qualité d'eau, relation structure de paysage, qualité d'eau portée par l'INRA, que ce soit à Nézin, dans le centre-Bretagne, ou à Kerbernès, dans l'ouest breton. La zone atelier de Plaine Fougère, qui travaille sur les relations diversité des paysages et biodiversité. L'ORE des petits fleuves côtiers, aussi porté par l'INRA, qui travaille sur la biodiversité des systèmes aquatiques. Le site de Plomeur, qui est en fait un site en hydrogéologie et qui est à la base de la formation de l'OSU sur les recherches en hydrologie de subsurface et modélisation de ces systèmes complexes. Donc c'est un réseau national, mais dont un des sites fondateurs bretons est à Plomeur. Mais on a aussi un certain nombre de sites extra-bretons, notamment la zone atelier antarctique et subantarctique, longue tradition de recherche, notamment initiée à Pimpon dans ces domaines-là, sur des problèmes de retrait des glaciers, d'invasion d'espèces dues à l'arrivée de l'homme dans ces systèmes-là, et puis bien maintenant sur les changements globaux et les changements climatiques, impact sur l'évolution des paysages. Et puis plus récemment, un partenariat avec le Botswana, notamment le delta de l'Okavango, où on essaie de développer un partenariat sur un système vraiment unique, où on essaie d'allier hydrologie, biologie, géochimie dans un système complexe et hautement symbolique. Donc voilà un petit peu le terrain de jeu en termes de recherche. Il existe d'autres recherches dans d'autres endroits du monde, bien évidemment. On peut citer par exemple un papier récent des collègues de géosciences dans Nature sur l'Himalaya et l'hydrologie dans l'Himalaya. Donc on ne s'interdit pas de travailler dans d'autres sites, mais enfin voilà les sites qui sont principaux. On a aussi un certain nombre de plateformes de modélisation. Donc là, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était des suivis de qualité de l'eau ou des sols ou de l'environnement sur du long terme, mais on a aussi besoin de reproduire un certain nombre de structures dans des systèmes un peu plus simplifiés, où on maîtrise un peu mieux les paramètres, de manière à pouvoir comprendre les processus en jeu dans l'évolution des systèmes. Donc on a un certain nombre d'infrastructures qui nous permettent justement de faire ces manipulations et d'essayer de mimer en quelque sorte la complexité du système naturel, mais en simplifiant en quelque sorte de manière à pouvoir en tirer des lois générales. Donc l'utilisation de ces différents sites est tout à fait intéressante en Bretagne, et mis bout à bout, ça nous permet notamment, en ce qui concerne les paysages par exemple, de travailler sur des gradients, que ce soit sur des problèmes d'anthropisation, de fragmentation, de nature et de stock de carbone, des conséquences sur de l'inculture des sols sur des altérites, etc. Donc ça nous permet de travailler en gradient pour répondre à des questions beaucoup plus vastes qu'on pourrait faire si on était sur un seul site.
D'où l'intérêt qu'on essaie de développer à l'heure actuelle à l'OSU, c'est de Rennes, c'est de travailler sur la Bretagne dans son ensemble, en ayant bien évidemment un certain nombre de sites clés sur lesquels on a un investissement fort en termes de suivi, mais qui nous permettent d'avoir ces transferts de connaissances d'un site à l'autre. Donc, juste pour résumer, quelles sont enfin les structures que l'on a en termes de force d'analyse. On a un certain nombre de plateformes communes qu'on a mises en place entre les différentes unités, et ça c'est une force qui existe déjà maintenant depuis plus de 10 ans et qui est de plus en plus développée, que ce soit sur l'observation, l'expérimentation, modélisation, qui sont finalement le triptyque de ce qu'on fait dans nos recherches, hein, classiquement, avec d'une part une plateforme de datation qu'on appelle Condat, donc qui est, je crois, unique en France et qui permet à la fois de pouvoir faire des analyses sur des âges très variés, mais en plus sur des températures très variées qu'on retrouve sur la Terre, que ce soit sur le marbre profond ou sur des zones plus superficielles. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Une plateforme de génomique environnementale qui, là aussi, permet de faire du traitement de haut débit de génome, donc tout à fait intéressant dans les recherches en biologie. Un centre commun d'analyse qui permet de faire toutes les analyses physico-chimiques, que ce soit les éléments majeurs ou les éléments traces sur l'environnement terrestre et aquatique. Un système de suivi et d'observation qui permet justement de maintenir ces systèmes d'observation qui sont des systèmes lourds, qui nécessitent des suivis au long terme fastidieux et donc qui nécessitent une équipe assez soudée. On a la chance d'avoir là un certain nombre de collègues qui travaillent tous les jours sur le terrain pour être sûr que les systèmes sont bien opérationnels. Un système de base de données qui nous permet aussi de mutualiser les efforts sur la gestion, le stockage et l'utilisation des données qui sont récoltées, qui peuvent être très très nombreuses. Une plateforme imagerie qui vient d'être mise en place, et que vous en verrez des exemples avec Thomas Corpetti tout à l'heure, sur les différents types d'images dont on a besoin en environnement, que ce soit du microcosme de sol ou que ce soit du paysage ou du sous-sol. Du sous-sol. Donc on a des systèmes qui sont tout à fait intéressants et qui nécessitent cette imagerie. Et puis enfin des plateformes de modélisation qui ont été mises en place aussi et qui permettent de mettre à disposition un certain nombre de modèles qui peuvent être utilisés en ligne par les collègues. Donc voilà un petit peu l'infrastructure en termes d'observation, en termes d'expérimentation et puis en termes de mise en commun de ces plateformes. Alors juste un mot, j'en profite pour avoir un certain nombre d'instituts et de représentants d'instituts et de collectivités pour montrer un peu que nos projets d'investissement pour l'avenir. Donc c'est un petit peu la lettre au Père Noël, mais on en profite très rapidement. Donc avec un volet sur l'information environnementale, où là on aurait besoin d'un certain nombre de soutiens dans les 10 ans à venir sur les problèmes de signatures chimiques et environnementales, les signatures temporelles ou biologiques, et puis les observations in situ, mais aussi sur un volet expérimentation, et notamment une halle expérimentale qui permette justement de reproduire ces systèmes de façon un peu plus contrainte et un petit peu plus simple pour pouvoir comprendre les processus en jeu. Et puis enfin, un volet sur la mise en réseau des observatoires qui permettent justement de bien vraiment pouvoir faire fructifier toutes les données qui sont récoltées dans nos différents systèmes. Donc voilà, juste pour terminer, donc si on simplifie un peu le paysage en termes d'environnement sur la place de Rennes, un projet de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes sur la dynamique des paysages, et puis au niveau du centre INRA, qui nous est associé, un projet sur les systèmes agricoles et alimentaires durables, qui travaille notamment sur les problèmes d'effluents d'élevage dans les systèmes très, très contraints. Mais là, on se rend bien compte qu'on a en fait deux projets qui sont très complémentaires et qui seraient intéressants de faire valoriser ensemble, et notamment par le biais des collègues de l'INRA qui travaillent avec nous, et qui seraient donc soutenus par les deux différentes entités. Donc voilà très rapidement brossé le paysage de l'OSU de Rennes, donc avec ces différentes structures, mais avec un objectif commun qui est de mutualiser nos moyens et d'essayer de faire travailler les gens en interdisciplinaire. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon exposé introductif, et je vais très rapidement passer la parole à Jean Jouzel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean Jouzel, nous sommes très fiers à Rennes. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui ne connaît pas Jean Jouzel. À chaque fois qu'il vient à Rennes, il a un papier dans Ouest France. Donc nous sommes très fiers d'avoir Jean Jouzel comme président du conseil de l'OSU. Jean Jouzel qui est un grand spécialiste de climatologie, médaille d'or du CNRS,
prix Nobel avec le GIEC aussi. Hein. Et puis, tout récemment, il vient d'avoir le prix Vetlesen, qui est peut-être moins connu du grand public, mais qui est en fait l'équivalent pour les matheux, par exemple, de la médaille Fields. Il faut savoir que ce prix Vetlesen, qui est décerné que tous les 4 ans depuis maintenant 60 ans, je crois que c'est très rarement à des Européens, je crois que c'est la première fois à un Français, et qui plus est la première fois à un Breton, puisque Jean est breton. Donc nous sommes vraiment très très fiers d'avoir Jean parmi nous. Merci Gilles, merci à tous. Effectivement, donc quelques mots très rapides. D'abord, je vais redire tout le bien que j'ai dit. Donc j'interviens ici au titre de président du Conseil de l'Observatoire. Bien sûr, nous avons eu un conseil ce matin et je crois que nous avons dit tout le bien de cette organisation. J'ai accepté cette présidence. Philippe, il est où là, hein, bon, c'était il y a 2 ans, Philippe, et depuis, donc je commence à bien connaître la maison. Disons, ce sont des réunions 2 fois par an, puis quand même des discussions supplémentaires. Voilà, j'ai dit tout le bien que je pensais de cette organisation autour de cette épine dorsale que constitue la dynamique des paysages et qui, bien sûr, assurera à la fois la visibilité, la spécificité de cet observatoire. Et je crois que l'esprit dans lequel s'est mis en place, puisque maintenant il est complètement mis en place. Alors, je n'ai toujours pas compris ce qu'on inaugurait aujourd'hui, mais enfin, on inaugure. Hein, donc, on inaugure. Mais il est mis en place et il marche bien. Et moi, je tiens à remercier Gilles et toute l'équipe autour, et vous tous, de ce dynamisme. Alors, je ne sais pas, en introduction, je voulais simplement vous dire quelques mots, hein, rebondir sur... donc, c'est vrai que moi-même, j'ai été directeur de ZUD, Fédération de recherche, il y a quelques années. Alors, je crois que il y avait une différence fondamentale entre notre institut qui est quand même largement thématique. Moi, j'ai été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et là, je crois que c'est aussi... il y a beaucoup plus de pluridisciplinarité. Et c'est vrai qu'au niveau... on sent cette nécessité de pluridisciplinarité au niveau international. Et bon, quelques mots. Donc, dans nos disciplines, c'est vrai quand disons, dans les disciplines... évolution du climat, changement climatique, ce qui me marque quand je regarde, j'essaie de réfléchir peut-être par rapport à d'autres disciplines, c'est l'organisation internationale très forte, avec d'un côté le GIEC, effectivement, au sein duquel la communauté scientifique apporte un regard, un diagnostic sur tout ce qui touche au climat, y compris bien sûr les impacts, les conséquences, l'adaptation, les solutions. Et puis aussi la Convention climat, hein, parce que c'est vraiment destiné, ce diagnostic, à être entendu, écouté des décideurs politiques. Alors les décideurs politiques décident de très belles choses sur le papier. Hein. Par exemple, limiter le réchauffement à 2 degrés, c'est très bien, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui est tout à fait souhaitable, mais nous n'en prenons pas la route. Donc ça, je vais pas m'étendre, mais c'est vrai quand même il y a cette organisation forte au niveau international. Au niveau recherche sur le climat, il y a le programme mondial WCRP, hein, le programme mondial de recherche sur le climat. Mais je voulais mentionner parce que je pense que cet esprit de pluridisciplinarité qui vous habite est en train quand même de se traduire au niveau international par, disons, la mise en route cette année de ce qu'on appelle Future Earth. Hein, c'est-à-dire que jusqu'ici, quand même, au niveau mondial, disons, nos disciplines étaient organisées autour de grandes organisations multidisciplinaires au sein de l'ICSU. Hein, tout le monde connaît l'IGBP, le programme international Biosphère-Géosphère. Pour ce qui nous concernait, c'était plus le programme mondial de recherche du climat, Diversitas, et puis la dimension humaine dans HIDP. Et je pense intéressant simplement de dire ici qu'au niveau international, vraiment se met en place, alors après ce qu'on appelait l'ESSP, c'est-à-dire l'Earth System Science, se met en place à donner la place à ce qui s'appelle Future Earth maintenant. Et je pense que c'est simplement pour dire que la façon dont vous abordez les choses s'inscrit pleinement dans cette thématique. Et j'aime bien aussi, je dois dire, la complémentarité, parce que je crois qu'elle est tout à fait vraie et forte entre ce que tu présentes dans ton avant-dernier transparence, c'est-à-dire la dynamique OSUR elle-même et la dynamique INRA, parce que ce sont vraiment à la fois entre l'alimentation et puis l'environnement, ce sont des domaines sur lesquels on va avoir beaucoup à regarder, sans parler du réchauffement climatique qui va en ajouter une couche là-dessus. C'est ça que je voulais dire. Donc simplement, merci beaucoup. Hein, je vais introduire... Bon, je voulais simplement aussi m'excuser auprès de vous de devoir partir. Alors c'est pour la bonne cause quand même. Je viens de rappeler à la radio que quand même, si on veut...
regarder un hiver vraiment rude, il suffisait de regarder 50 ans en arrière. Les gens ne se souviennent pas, 62-63, les 3 mois d'hiver ont en moyenne sur la France une température pratiquement de 0 degré, les 3 mois consécutifs. Alors voilà, donc j'ai rappelé ça, mais moi je me rappelle aussi qu'il y a 50 ans, j'étais à l'Assomption, c'était à Rennes, je préparais le bac. Et là, je vais aller voir tout à l'heure les jeunes de l'Assomption, c'est pas très loin d'ici, qui préparent le bac et leur faire une conférence sur l'environnement et sur ce qui nous intéresse ici. Voilà, donc merci de votre accueil. Et puis, je vais introduire Michel d'abord, quand même. Je vais introduire les 2 premiers, ceux qui s'intéressent aux échelles de temps un peu longues. Alors, Michel Balèvre va nous parler de la genèse des reliefs au paysage. Donc, avec des... Bon, je peux déflorer ton premier transparent. Son idée, c'est quand même de répondre à 2 questions qu'on comprend qui sont très clairement présentées, à savoir comment se créent les paysages et comment ils sont par la suite modelés. Et d'ailleurs, il y a une partie climatique intéressante dedans. Voilà, donc merci à Michel de cette présentation. Ensuite, nous aurons alors 6 présentations ici, donc sur vraiment autour de cette dynamique forte justement de la dynamique des paysages. Voilà, merci.